Bonsoir à tous. Au cœur de l'Assemblée nationale s'intéresse aujourd'hui à la vidéo-verbalisation dans la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de sécurité routière. Bien évidemment, nous décortiquerons ensemble quelques points de l'actualité institutionnelle. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Avec moi sur le plateau, le député Traoré Issouf. Il est député de la Nation, élu à Bako, Boukousso, Djoulatia-Dougou, commune et sous-préfecture. M. Traoré Issouf est ingénieur des mines, expert en géochimie de l'environnement. Il est président de la Commission des affaires économiques et financières, membre du groupe parlementaire RHDP. Il est surtout ancien directeur général de la SONATT, devenu aujourd'hui KIPUS, structure qui gère la vidéo-verbalisation en collaboration avec le Centre de gestion intégré. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Alors, deux termes sont au centre des conversations actuellement en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la vidéosurveillance et de la vidéo-verbalisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la vidéosurveillance? La vidéosurveillance est un ensemble de caméras et de transmissions d'images placées dans des endroits publics pour surveiller ces endroits. Les images ainsi recueillies sont traitées automatiquement, soit visionnées, archivées ou détruites. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a introduit la vidéosurveillance comme outil de contrôle du trafic routier? Le gouvernement, dans sa quête de confort de ses citoyens, a innové par des méthodes antiques un système de traitement de surveillance que nous pourrons résumer sur la télésurveillance pour permettre à des caméras de surveiller des endroits et recueillir des infractions commises par les citoyens pour permettre de les verbaliser par la suite, afin d'améliorer et même, je pourrais dire aussi, des mesures dissuasives pour permettre à ces citoyens d'éviter l'incivisme. Ce dispositif ne porte-t-il pas atteinte à l'intimité de la vie privée des citoyens? Il appartient aux individus de pouvoir protéger leur vie privée en n'étalant pas leur vie privée dans des endroits publics. Le gouvernement, en prenant cette initiative, l'objectif est la sécurité routière, pallier au plus pressant, c'est-à-dire les accidents qui sont récurrents dans notre pays et permettre ainsi aux populations d'avoir un comportement civique, et je pourrais vous dire réduire l'incivisme. Et vous avez constaté que depuis un certain moment, depuis que ces méthodes sont en pratique, il y a quand même un pourcentage d'accidents qui a diminué. Donc je pourrais vous dire que l'objectif visé, c'est justement la sécurité routière, la sécurité de nos populations. Contrôler le trafic routier, c'est de veiller à la bonne application du contenu du Code de la route. Le Code de la route en lui-même, qu'est-ce que c'est? Suivons le reportage de Natimea. Le Code de la route est un document juridique qui englobe et incorpore toutes les lois et les règlements régissant la circulation sur la voie publique. Son application par les usagers de la route est obligatoire. La fonction principale du Code de la route est d'assurer la sécurité des usagers des voies publiques, conducteurs et piétons, et de réduire au maximum le nombre d'accidents de la route. Ce code répond à la question des caractéristiques techniques que doivent respecter les véhicules pour leur mise en circulation sur les voies publiques. Ces caractéristiques sont les règles administratives, l'homologation, l'immatriculation, le contrôle technique, l'assurance, etc. Les règles de conduite, la limitation de la vitesse, le dépassement, la priorité de passage, les dispositifs d'éclairage, l'arrêt, le stationnement, etc. Et enfin, les règles que doivent appliquer les piétons, le respect des feux tricolores, le respect du passage piéton, etc. Outre les caractéristiques techniques, le Code de la route traite également de plusieurs domaines, dont les règles concernant l'apprentissage de la conduite, l'organisation des professions de l'automobile, le permis de conduire, la définition des panneaux de signalisation, les spécifications techniques des véhicules, qui sont leur poids, leur dimension, l'éclairage, la signalisation, la pneumatique, le freinage, les émissions polluantes, l'énergie, etc. Le non-respect de ces règles contenues dans le Code de la route
rend sujet à des sanctions pénales qui varient selon la gravité de l'infraction routière. Il est impérieux qu'une évaluation plus stricte de la connaissance des candidats soit faite sur le code de la route avant l'obtention du permis de conduire. Formons-nous et évitons l'incivisme sur nos routes. Merci Natimea. Monsieur le député, on va actuellement parler de la vidéoverbalisation. Qu'est-ce que c'est? À l'issue de la vidéosurveillance, s'ensuit une logique de verbalisation qui consiste à d'abord constater l'infraction par un agent, un auxiliaire de justice, qui sont des policiers, qui sont outillés au code de la route et qui relèvent ces infractions pour les traduire aux responsables de ces infractions. La plaque d'immatriculation du véhicule est flashée au niveau des codes barres qui sont existants sur ces plaques et une série d'informations s'ensuit qui peuvent nous donner le nom du propriétaire du véhicule, son adresse géographique et bien sûr son numéro de téléphone. Et ensuite, la verbalisation lui est signifiée soit par un SMS ou bien par voie postale à son domicile. Quelles sont les infractions pour lesquelles un véhicule est verbalisé? Ça peut être d'abord le non-respect du code de la route, des panneaux de signalisation. Ça peut être le téléphone au volant, ça peut être l'excès de vitesse, ça peut être le chevauchement ou bien le franchissement d'une ligne continue, ainsi de suite. Alors, qui est habilité à verbaliser un automobiliste? L'agent de police, l'agent assermenté de police est habilité à verbaliser les usagers de la route. Pour comprendre la stratégie du gouvernement en matière de sécurité routière et faire connaissance avec le dispositif de la vidéoverbalisation, les députés ont initié une information parlementaire avec pour invité le ministre des Transports, M. Amadou Koné. Monsieur le député, suivez avec moi le reportage de Jean David. En 8 ans, le nombre de décès liés aux accidents de la route en Côte d'Ivoire a quasiment doublé, atteignant 1500 victimes en 2020. Fort de cette situation alarmante, le gouvernement ivoirien a adopté un plan stratégique en vue d'améliorer la sécurité routière sur la période 2021-2025. Le ministre des Transports, M. Amadou Koné, l'a annoncé aux députés au cours d'une séance d'information parlementaire le jeudi 12 août 2021 à l'hémicycle. Sur instruction de M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement a préparé et présenté en Conseil de ministres une stratégie nationale de sécurité routière. Et elle comprend 2 grandes phases dans sa mise en œuvre. La première phase, c'est une phase de sensibilisation et la seconde, c'est une phase de répression. La vidéoverbalisation, entrée en vigueur depuis le 7 septembre 2021, devrait permettre de contraindre les mauvais chauffeurs à respecter le code de la route, tout en assurant une mobilité sûre des zones urbaines et la réduction des accidents de la circulation. En tout état de cause, ce dispositif intelligent permet aux agents de police de constater à distance, sur un écran de contrôle, une infraction au code de la route. L'auteur est notifié par un SMS de l'infraction commise et de la contravention qui en découle. Par ailleurs, le choix des députés pour cette séance d'information parlementaire sur la stratégie du gouvernement en matière de sécurité routière n'est pas fortuit. Il était important que les députés s'imprègnent de la stratégie, qu'ils comprennent la stratégie. Après, ils sont en contact avec les populations. Il y a des réformes qui sont des réformes nouvelles. Il était bon qu'on le leur explique et que ces réformes soient comprises par nos populations à travers aussi donc, les députés. Notons que dans le cadre de la mise en œuvre pratique du système intelligent de gestion de la circulation routière, la ville d'Abidjan s'est vue dotée de plus de 140 radars. Le gouvernement entend porter ce nombre à 200 d'ici la fin de l'année. Merci Jean-David. Que savent les Ivoiriens de la vidéoverbalisation? Georges Aboya et Ben Eba ont promené leurs caméras dans les rues d'Abidjan. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ne connaissent pas les codes de la route, donc avec la vidéosurveillance, ils pensent que c'est une bonne chose, ça peut aller. Au fur et à mesure, on va s'adapter.
c'est une bonne initiative parce que cela va permettre aux chauffeurs d'être prudents sur la route, dans ce sens-là de pouvoir limiter les accidents. Certains contrôlent leur manière de rouler, par exemple la vitesse, parce qu'ils savent qu'ils doivent payer des pénalités lorsqu'ils dépassent la vitesse requise. Au niveau de la sécurité, on pourra tout visionner, tout voir ce qui se passe en temps réel. Et s'il y a eu des incidents sur la route, on pourra retracer ces personnes. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci à Beneba et à Georges Aboya. Monsieur le député, que pensez-vous de ces avis? Nous venons d'écouter nos compatriotes. Je pense que l'objectif visé était effectivement d'amener les Ivoiriens à s'approprier la nouvelle méthode et à diminuer l'incivisme. Au regard de ce que nous venons de voir, nous sommes très heureux. Nous, en tant que parlementaires, en tant que représentants du peuple, nous ne pouvons que nous réjouir de cette compréhension de l'innovation technologique qui vient d'être mise en place pour améliorer un tant soit peu la circulation routière et même rassurer nos compatriotes sur toutes les mesures de sécurité qui sont prises dans notre pays. Vous savez, en si peu de temps, les gens ont compris qu'il y a eu une régression des accidents permettant ainsi aux Ivoiriens d'être rassurés sur le transport public. Donc, je ne peux que m'en réjouir. Monsieur le député, je vous invite à présent à suivre votre collègue Dassa Santil Kouit. Il est député de Bouna, commune et sous-préfecture. Il est reçu par Georges Aboya dans la grande interview. Ensemble, les deux parlent de la loi portant fixation des peines applicables aux infractions commises en matière de police de la circulation. Quels sont les risques que courent les conducteurs qui enfreignent aux règles de conduite d'un véhicule? Lorsque les règles en termes de l'état même du véhicule ne sont pas conformes à la réglementation, le conducteur sera sanctionné. Lorsque les règles de la circulation routière ne sont pas respectées, le conducteur sera sanctionné. Lorsque les règles de la sécurité routière ne sont pas respectées, le conducteur sera sanctionné. Il se pose maintenant la question de savoir quelles sont les sanctions applicables. Les sanctions applicables, ce sont des amendes forfaitaires. Et ces amendes forfaitaires sont exigibles. Lorsque le conducteur n'obtempère pas ou s'il ne paye pas, alors on peut recourir au juge qui, par voie d'ordonnance, rendra cette amende forfaitaire en amende de composition. Si encore l'usager ou encore le conducteur est réticent, on peut aller jusqu'à une décision de justice définitive pour sanctionner de façon exemplaire ce fautif de la circulation. Monsieur le député, qu'en est-il des véhicules qui circulent sans aucune pièce administrative? Un véhicule qui circule sans pièce administrative constitue nécessairement une infraction. Parce que le décret dont je viens de parler de 2016, en son article 148, donne de façon limitative 7 documents exigibles lorsque vous êtes en face d'un policier qui vous demande de produire les documents afférents à la conduite de vos véhicules. Il s'agit notamment du permis de conduire, du certificat d'immatriculation qu'on appelle communément carte grise, de l'attestation d'assurance, du certificat de visite technique, d'une lettre de transport, du certificat d'aptitude à la conduite sur les routes, ce qu'on appelle le CACR. Et ces documents sont exigibles. Et n'oublions pas aussi la vignette qui est exigible pour l'année en cours. Donc c'est pour vous dire que toutes les fois que vous n'aurez pas ces documents, vous êtes en infraction. Je voudrais relever quand même un détail, puisque toutes ces pièces ne sont pas exigées à tous les véhicules. La lettre de transport, par exemple, vous n'avez pas demandé à un député qui conduit sa voiture de produire une lettre de transport. Il ne fait pas profession de transport de marchandises ou de personnes, donc il n'a pas à produire une lettre de transport. Monsieur le député,
La loi portant fixation des peines applicables à certaines infractions, commises notamment en matière de police de la circulation, a été récemment modifiée en son article 8. Qu'est-ce qui a motivé cette modification? La modification de cet article est justifiée par la volonté des pouvoirs publics de donner plus de pouvoir aux juges pour apprécier les circonstances de l'accident et de deux, permettre aussi une initiative dans le sens de l'annulation même du permis de conduire, parce que quand on regarde les circonstances de l'accident, cet auteur n'aurait dû jamais avoir un permis de conduire. Que dit l'article 8 nouveau de cette loi? L'article 8 nouveau de cette loi, de façon précise, fait référence à certaines infractions telles que l'homicide involontaire que peut commettre un conducteur de véhicule. Et lorsque cela se produit, le même article 8 donne le pouvoir au tribunal ou à la cour de prononcer l'annulation du permis de conduire. Les agents des forces de l'ordre procèdent souvent à l'immobilisation, à la mise en fourrière ou procèdent carrément au retrait de la circulation de certains véhicules. À quel moment ces sanctions sont-elles applicables? L'immobilisation d'un véhicule, il faut entendre par immobilisation d'un véhicule le fait de maintenir le véhicule à proximité ou bien sur place. Cette immobilisation intervient à la suite d'une infraction constatée. À titre d'illustration, un conducteur en état d'ébriété manifeste lorsqu'il se trouve devant les forces de l'ordre. Les policiers ou encore les gendarmes sont tenus d'immobiliser le véhicule parce que laisser partir le véhicule alors que le conducteur est en état d'ébriété expose la vie du conducteur lui-même et expose les populations au risque d'accident. Donc, voici ce qui est de l'immobilisation. La fourrière, c'est carrément le transfert du véhicule d'un lieu à un autre endroit aménagé spécialement à cet effet. Mais le point commun de toutes ces deux notions, c'est que c'est en cas d'infraction que cela arrive. Tant qu'il n'y a pas d'infraction, aucune voiture ne peut subir la fourrière ou encore l'immobilisation. Mais ici, pour la fourrière, on est dans l'attente d'une décision. Quelle est la décision qui va être prise par l'autorité compétente? On ne sait pas encore. Mais une chose est sûre, il y a une infraction qui a été constatée, relevée, et c'est ce qui justifie la fourrière. Le retrait du véhicule, un véhicule en état de vétusté avancé, accéléré, un état qui représente un danger pour le conducteur et pour la population elle-même, c'est tout à fait normal que l'autorité compétente chargée d'homologuer les véhicules, chargée de dire si tel ou tel véhicule peut être en circulation, doit pouvoir procéder à leur retrait pur et simple pour la sécurité du conducteur lui-même et des populations. Donc voici pour les trois notions. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que dans tous les trois cas, il y a une infraction qu'il convient de sanctionner. Merci à Georges Abouya et aux députés d'Ansassan pour leur éclairage. Monsieur le député, comment peut-on contester une amende fixée par une caméra? Vous m'amenez là à répondre à une préoccupation qui concerne la responsabilité civile du propriétaire du véhicule. Vous savez, un véhicule est identifié au nom de quelqu'un, mais qui n'est pas forcément le conducteur de ce véhicule. À partir du moment où une infraction est constatée sur la circulation, sur l'utilisation de ce véhicule, il y a une responsabilité civile qui est directement liée au propriétaire du véhicule, qui, en personnalité de responsable civil, peut soit contester ou bien approuver l'infraction. En ce moment, deux cas de figure se présentent à lui. Soit il va directement
au centre de gestion intégré s'acquitter de l'infraction sans contestation, ou bien il a des droits de recours qui l'amènent à contester la faute commise par son chauffeur. En ce moment, il peut, avant que solution ou bien résolution ne soit apportée à ce problème, prendre la décision de payer une pénalité forfaitaire et jusqu'à ce que justice soit rendue pour permettre de dégager la responsabilité du chauffeur dans l'accident ou bien dans l'infraction commise. Monsieur le député, suivons Nati Meya pour les questions des internautes. Quelles sanctions prévoit la loi face à l'incivisme d'un conducteur qui entraîne un accident? Monsieur le député. Face à l'incivisme d'un conducteur qui entraîne un accident, plusieurs sanctions sont de recours, ce qui peut aller de la suspension du permis de conduire jusqu'au retrait de ce permis de conduire. Et tout conducteur ayant fait l'objet d'un incivisme pourrait se voir son permis retiré sur une certaine période. Je pense que justice serait faite pour mieux élucider en la matière. La question suivante. Que fait l'État pour résoudre le désordre dû au phénomène de Niambro et de syndicats auxquels nous assistons dans le secteur du transport? Quelle réponse, monsieur le député? L'État, déjà dans sa quête de modernisation du transport, a organisé les transporteurs en fédération à une autorité qui existe. Et cette autorité fait un travail de fond pour régler définitivement la question des Niambro et la question du transport en Côte d'Ivoire. L'effort est en train d'être fait par le gouvernement. Nous suivons au quotidien ces efforts. Et je pense que déjà, le fait d'avoir franchi un pas en organisant les transporteurs, il s'en suivra de même une organisation de tous les acteurs greffant le domaine des transports. Question suivante. Existe-t-il une législation pour la libéralisation dans le secteur des sociétés éditrices des plaques d'immatriculation et le certificat de visite technique? Je pourrais déjà vous dire que vous enfoncez là une porte déjà ouverte puisque nous avons assisté déjà à la libéralisation du secteur des visites techniques. Je pense que le ministère y a pensé déjà, surtout quant à ce qui concerne les plaques d'immatriculation, parce qu'une redynamisation a été faite dans ce domaine. Dernière question, monsieur le député. Avec la présence des caméras, quel comportement devrons-nous adopter quand au feu rouge, un agent des forces de l'ordre nous demande de passer? Force reste à l'autorité. Les deux systèmes étant fonctionnels de façon conjointe, il est tout à fait normal que l'autorité représentée par les forces de l'ordre doive être privilégiée. Je vous invite à présent à suivre l'actualité du président de l'Assemblée nationale. C'est avec Jean-David. Le président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, est invité par son homologue du Niger à prendre part à la cérémonie d'ouverture de la session budgétaire de l'Assemblée nationale nigérienne. C'est une délégation de parlementaires conduite par Mme Hadiza Seyni, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale du Niger, qui a donné la nouvelle lors de l'audience qu'elle a eue avec le vice-président Diawara Mamadou le jeudi 9 septembre 2021. Précisons que pendant cette audience, la délégation nigérienne a offert au président Amadou Soumaoro un sabre symbolisant l'engagement commun de la Côte d'Ivoire et du Niger dans la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de la mission de contrôle de l'action gouvernementale, le président de l'Assemblée nationale et une forte délégation de parlementaires ont visité, en présence du ministre des Transports, M. Amadou Koné, le centre de vidéo-verbalisation du centre de gestion intégré du pont Félix Houphouët-Boigny de Treichville. C'était le lundi 20 septembre 2021. L'objectif de cette visite était de permettre aux députés de mieux comprendre le système de vidéo-verbalisation prôné par le gouvernement en vue de contraindre les mauvais chauffeurs à respecter le code de la route, tout en assurant une mobilité sûre des zones urbaines et la réduction des accidents de la circulation. Au terme de cette visite, le président de l'Assemblée nationale a dit son admiration au ministre des Transports pour la qualité du travail accompli et pour le matériel de dernière génération dont ces services sont pourvus.
Quant au ministre des Transports, il a indiqué qu'après Abidjan, son ministère va déployer très bientôt le système de vidéoverbalisation sur toute l'étendue du territoire. Précisons que ce sont 1500 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes en 2020. Toujours dans le cadre de la mission de contrôle de l'action gouvernementale, le président de l'Assemblée nationale et des députés ont également visité l'hôpital mère-enfant de Bingerville le jeudi 23 septembre 2021. Ils ont pu découvrir le fonctionnement et le plateau technique impressionnant de cet hôpital qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci Jean-David. Merci, monsieur le député, d'avoir répondu à notre invitation.